Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à regarder le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Genoa Balotelli, c'est déjà la fin et ça fait le buzz. Éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Alors la question LGT, éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Pour nous joindre les différents canaux, bien sûr, pour joindre la Grande Team, vous avez soit le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, soit la page Facebook de la 3 tous les jours disponible pour vous. Continuez de nous écrire et bien sûr, je lirai vos messages pendant l'émission. Pour l'équipe de ce soir, je serai donc accompagnée de Dago Charles. Bonsoir. Bonsoir Marie. Comment tu vas? Je vais très bien. Très bien habillé. Tu sais, j'adore le bleu. Comme je supporte l'Africa. Voilà, merci beaucoup Dago Charles. C'est touchant. Henri-Joël, bonsoir. Ça m'a réussi. Vous allez bien? Oui, super bien. D'accord. Une belle veste bleue aussi. Le ciel. Merci. Il lui manquait du rouge. Pour faire quoi? Azid Abengourou. Non, disons. Non. Bon, c'est préférable. Je vais saluer Balo et Noël. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, ça va? Vous allez? Ça va. Et chez vous? Très bien. Super. Noël, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. La haute couture. Ah, c'est vrai, merci. La haute couture. Il y a une nouvelle haute couture quelque part. C'était une trouvaille, la haute couture. Franchement, c'était une trouvaille. Une magnifique trouvaille. Noël, oui. Pas de commentaire, mais vous savez, je parle de quoi? Tout à fait. Ah, c'est magnifique. Merci. Voilà. Merci. Donc, la grande team de ce soir, ce sera donc avec Dago Charles, Henri-Joël, Balo, Noël Boli. Et nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Ne l'oubliez surtout pas. On démarre avec la première rubrique de l'émission. Bien sûr, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. C'est maintenant. On y va. La question LGT donc, de ce soir, de ce mercredi soir, éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Ce sera tout à l'heure dans l'actu, objet du débat. Pour l'heure, on passe au débrief des news. On commence avec basketball. Oui, Henri-Joël. Oui, j'ai décidé quand même de parler de ce match entre les Boston Celtics et les Cleveland Cavaliers. Je dirais que c'est une rencontre qui peut être la finale de la conférence Est d'ici à quelques mois, puisque les deux équipes sont très en forme cette saison. Il faut rappeler que Boston est le champion en titre et on a les Cavaliers de Cleveland qui aujourd'hui quand même constituent ou représentent l'une des meilleures franchises au niveau de la NBA en compagnie de OKC et des autres. Aux autres prétendants au titre, que ce soit au niveau de la conférence Est et que ce soit aussi au niveau du titre final. Donc c'est une affiche qui va forcément revenir parce que quand on va arriver au niveau des playoffs, ces deux équipes-là quand même peuvent se retrouver en finale de conférence Est. Donc là, c'était un premier test. Bon, pas un premier test puisqu'ils se sont déjà rencontrés au cours de la saison, mais quand même c'était un autre test pour voir jusqu'à présent où sont ces deux franchises-là en termes de capacité à remporter la finale de la conférence Est. Voilà, donc meilleure équipe de NBA loin de ses bases en Boston a remporté 6 de ses 7 derniers matchs à l'extérieur. Voilà. Allez, football, Mercato, Balo, avec vous, on parle de Latte. Oui, Emmanuel Latte qui a donc signé du côté d'Atlanta United aux États-Unis, qui emboîte le pas à un certain Wilfried Zaha. Il faut savoir que le contrat court jusqu'au 21 décembre 2028 avec une année en option pour une éventuelle prolongation. Et il faut savoir que clairement, le montant du transfert est élevé à 21 millions d'euros, alors que sur les sites qui évaluent sa valeur marchande actuelle comme Transfermarkt, c'est 10 millions d'euros. Donc, sa valeur marchande est à 10 millions d'euros, alors qu'il a été acheté à 21 millions. Surpris de la destination, compte tenu du fait que du côté de Middlesbrough, il a un peu monté donc d'un cran en termes de statistiques et surtout en termes de cotes, ce qu'il avait emmené Hermès Faye à le sélectionner pour la dernière fenêtre de la Coupe du Monde face au Gabon. Moi, je m'attendais plutôt à une destination européenne pour un peu plus de visibilité et pour essayer de continuer sur sa pente ascendante médiatique et sa pente ascendante au niveau donc, sportif. Mais je suis surpris de le voir aller aux États-Unis. Donc, on dira que
clairement l'aspect pécunier, l'aspect financier a dû... Succès à Emmanuel Latte qui file donc en MLS pour un juteux contrat de 13 milliards. Pourquoi vous me regardez? Non, parce que quand on parle de chiffres, on a le spécialiste des chiffres ici à la grande team. Et c'est Noël Boli. Noël Boli, donc oui. Latte part pour 13 milliards. Et puis vous nous parlez de Gbamin. Oui, enfin Jean-Philippe Gbamin, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Charles, c'est vraiment un gâchis, quoi, parce que ce jeune homme, je l'ai vu sortir du centre de formation du Racing Club de Lens à la Gaillette. Il était très prometteur. Il avait commencé à faire ses premières classes très jeune. Il était même, c'était un joueur qui avait pas mal de sélections en équipe de France Espoir avant d'intégrer, parce que la loi le lui permet, avant d'intégrer la sélection ivoirienne. Il était vraiment prometteur. Après le Racing Club de Lens, il est parti à Mayence, où ça s'est plus ou moins bien passé, mais là, il a commencé à chuter parce que, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa vie. Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'il avait des connaissances qui se disent ici ou là qu'il ne fallait pas qu'il l'ait. Et malheureusement, ça a précipité un petit peu, entre guillemets, sa chute, même si ça reste encore un joueur de très bon niveau. Hein. Mais en tout cas, il n'a pas atteint le niveau où on l'attendait. C'est vrai qu'après, il est revenu en France. Il avait signé l'été dernier au FC Nantes, mais je l'ai vu jouer, c'était plus le Gbamin que j'ai connu. Puis aujourd'hui, il a signé au FC Zurich, qui est quand même considéré comme un club moyen. Il faut qu'on se le dise. J'espère vraiment, parce qu'il n'a que 29 ans, j'espère vraiment qu'il aura le temps de rebondir, parce que ce n'est pas un mauvais joueur, mais à mon avis, ses plus belles années sont derrière lui. En tout cas, de Noël, vous avez l'air très déçu. Oui, parce que je l'ai connu, je l'ai vu au centre de formation à Lens, par le biais de Roger, parce que j'allais souvent voir les enfants de Roger qui ont fréquenté le même centre de formation que lui. Donc je l'ai connu jeune, et il était prometteur, quoi. Je veux dire, quand on le voyait jouer parmi ces jeunes-là, c'était celui qui sortait du lot, quoi. Donc on se dit, ce gars-là, il va forcément avoir une carrière où il va casser la baraque. Puis malheureusement, ça n'a pas été ça. C'est pour ça que je veux toujours qu'on mette de la mesure, qu'on commence à être dithyrambique quant aux jeunes joueurs, parce que c'est très fragile. Gbamin qui a 29 ans actuellement, tout est encore possible, vous pensez, Dago Charles? Oui, c'est possible. Hein. On peut réaliser un dernier transfert à 33, 34 ans. C'est possible même à 32 ans. Maintenant, est-ce que lui, il a cette force mentale-là de pouvoir réaliser un tel transfert? C'est là où est la question. Et sinon, franchement, comme Noël l'a dit, c'est vraiment un gâchis. C'est un espoir, je dirais, gâché. Parce que c'est l'un des footballeurs, en tout cas, que moi j'ai beaucoup apprécié au niveau national. Parce que dans un bas de par son gabarit, de ses qualités, du pied gauche, du pied droit, pour un demi-défensif, il peut jouer défenseur central, demi-défensif. Ce garçon-là, franchement, il était tellement techniquement au-dessus de la moyenne que je le voyais dans des plus grands clubs à un moment donné. Et puis bon, je pourrais dire manque de chance pour lui, parce qu'il s'est beaucoup blessé aussi. Voilà, parce que les blessures aussi, en général, au haut niveau, font baisser un peu les potentiels des joueurs. Parce que quand tu te blesses beaucoup, tu perds en vitesse, en vivacité. Et donc tout ça, ça a compté dans sa carrière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est régulièrement blessé? Ça, je ne sais pas. Alors qu'il a eu, comme Noël a encore si bien signifié, franchement, un parcours au niveau des centres de formation qui devait lui permettre d'éviter beaucoup de blessures. Mais là, lui, il n'a pas eu cette chance-là. Maintenant, à 29 ans, avec FC Zurich, qui n'est pas un grand club, mais qui pourrait lui donner la latitude de jouer, de prendre du plaisir, s'il a cette force mentale-là, pour moi, il peut revenir au plus haut niveau, s'il a vraiment envie. Parce qu'on a connu des joueurs qui ont été gravissimement blessés et qui sont revenus au plus haut niveau. En tout cas, bonne chance aussi à Gbamin qui signe à FC Zurich. Voilà. La question LGT de ce soir, justement, on parlera de blessures hein, éléphants avec les nombreux blessés. Faut-il s'inquiéter? C'est donc la question LGT de ce soir. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on marque une toute petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Il est l'heure à présent de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui crée le buzz, surtout sur la planète sportive. C'est maintenant dans sa buzz. Alors, Genoa Balotelli, c'est déjà la fin. Hein, donc, on s'intéresse à l'actualité de Mario Balotelli et on regarde cet élément vidéo. Après, bien sûr, on en parle sur le plateau avec les membres de la team.
À peine quelques mois et déjà sur le départ. Entre Mario Balotelli et Genoa, le divorce est consommé. Le directeur sportif du club l'a confirmé dans un communiqué. Nous cherchons une solution adaptée à tout le monde, un endroit où il pourra aller jouer, a-t-il dit. Super Mario n'a connu que 56 minutes de jeu depuis qu'il a rejoint la Genoa l'été dernier. Remplaçant d'Andrea Pinamonti comme convenu, il n'arrive plus à accepter cela. En plus, sa relation passée avec Patrick Vieira, le coach actuel, aurait envenimé les choses. L'histoire touche donc à sa fin à Genoa. Mais selon Calcio Mercato, Mario Balotelli va rejoindre un autre club italien. Il s'agit de Venezia. Les premiers contacts ont déjà été établis et l'attaquant pourrait très rapidement rebondir. Super Mario a la chance de connaître très bien le championnat de son pays. Et il a une expérience qui... Alors, messieurs, est-ce que vous êtes surpris par ce divorce entre Mario Balotelli et Genoa? Balo. Oui, absolument. Je suis surpris parce que pour moi, c'était une histoire d'amour censée apporter beaucoup de choses pour les deux parties. Apporter quoi? Apporter pour Mario Balotelli un retour progressif à la compétition pour essayer de retrouver une forme de compétitivité. Et pour Genoa, un apport d'expérience d'un joueur qui a parcouru les plus grands clubs tels que Manchester City. Donc, il y avait la possibilité pour Genoa d'avoir de l'expérience avec Mario Balotelli et pouvoir tout simplement impacter ses autres coéquipiers. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis assez surpris puisque c'était sans doute un contrat gagnant-gagnant qui finalement se solde par un divorce. Et donc, c'est surprenant. C'est surprenant et surtout ce joueur pétri de talent qui n'arrive plus à s'inscrire sur la durée dans un club. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec Mario Balotelli? Beaucoup de choses. Moi, je Balotelli, il y a Joe Barton. Il y a une catégorie comme cela. Et même chez nous ici, quand même, on commence à s'habituer un peu aussi à Asa Wilfried, qui arrive dans un club, ça se passe pas bien, 2-3 jours après, bon, le divorce commence à s'installer, puis après, le joueur s'en va. C'est un joueur qui a toujours été habitué aux polémiques. Rarement, il va rester dans un club sans toutefois aller aux classes, soit avec l'entraîneur ou avec un coéquipier ou avec même toute l'organisation du club. Donc aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Et d'ailleurs, comme ça l'élément le dit, il n'est pas en odeur de sainteté avec l'entraîneur Patrick Vieira qu'il connaît très bien depuis l'Angleterre, depuis Manchester City, puisque Vieira est passé par là-bas. Donc du coup, voilà. Moi, je pense que je ne suis pas surpris. Et même dans le nouveau club où il ira, forcément, derrière, on va en reparler ici, vous allez voir. On va en reparler et on va dire que Balotelli n'a pas fait 3 mois. Oui, Noël, pas surpris aussi. Oui, Balotelli et ses frasques. Balotelli, on le connaît, quoi. Je veux dire, Balotelli, c'est l'addition des rendez-vous manqués. Voilà la carrière de Balotelli. L'addition des rendez-vous manqués. Balotelli, c'était un garçon, quand il a démarré à l'Inter de Milan avec Samuel Eto'o, je me souviens. Oui. C'était un joueur prometteur. Je veux dire, il était pétri de talent, il avait une frappe, il avait une très belle frappe, il avait des bons déplacements. Mais le gros problème de Balotelli, c'est que ce n'est pas un travailleur. C'est que c'est pas un travailleur. Balotelli n'accepte pas la rigueur du très haut niveau. Et comme malheureusement, il a ses raisons à lui qui ne sont pas les raisons des autres, et que lui, il a raison et tous les autres ont tort, forcément, ça nous produit ce genre de monsieur. Balotelli, ça fait longtemps qu'il a démissionné dans le football. C'est vrai que c'est sa passion. La seule bonne année de carrière qu'a fait Balotelli, c'était à ses débuts à l'Inter de Milan. Parce que même quand il arrive, quand il se fait prendre, enfin, le coach Mancini, qui va à Manchester City, dit à Balotelli, tu viens avec moi, je vais te cadrer. Même là, Balotelli encore l'a trompé. C'est-à-dire c'est la somme des rendez-vous manqués. Balotelli l'a toujours déçu dans les clubs où il est passé. Au début, on fait confiance, puis après, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Enfin, lui seul le sait, je n'ose pas dire des gros mots, on est quand même à la télévision. C'est mieux. Voilà. Il faut quand même se réserver. Exactement. Mais voilà, quoi. Balotelli, c'est ça. Malheureusement, lâche-toi. Non, il ne se lâche pas. Les cartons sont là. Merci beaucoup, Noël. Voilà. Donc, non, mais Balotelli, c'est dommage parce qu'il a quand même de la qualité, ce joueur-là. Je veux dire, il a fait un Euro avec l'équipe d'Italie où il a sublimé tout le monde, mais ça a duré 1 euro, quoi. C'est tout, Balotelli. Donc, c'est vraiment, c'est dommage, mais ça ne me surprend pas, vu l'ensemble de sa carrière qu'il a menée. Donc, ça pas du tout. Oui, alors finalement, on peut parler de symphonie inachevée d'Ago Charles avec Balotelli. Oui, moi, Noël parlait tout à l'heure de passion. Je ne crois pas que ce gars-là soit passionné de foot. Oui, il donne l'impression d'avoir été obligé de jouer au football. Mais il est pétri de talent. Ouais. Oui, justement, parce qu'il y a des footballeurs comme ça qui, naturellement, qui sont doués,
Mais il y a des gens comme ça, ils sont doués au football, mais qui n'aiment pas le football, en fait. Donc lui, moi, j'ai l'impression que... C'est l'impression qu'il vous donne. Voilà, lui, ses parents adoptifs ou son environnement lui a fait comprendre qu'il était bon footballeur, donc il pouvait venir au football et qu'il pouvait se faire ses propres codes au football. Et donc, comme il a dit, c'est lui, Balotelli d'abord, et puis tout le monde vient après. C'est pas comme ça le foot fonctionne. Et donc, quand c'est comme ça, tu ne peux qu'avoir des problèmes partout où tu passes. C'est dommage, mais du point de vue valeur intrinsèque, franchement, on a vécu de très belles choses avec lui. Même quand il marque un but, sa façon de le célébrer, c'est même pour chambrer encore ses adversaires. Toujours moi. Même souvent, même pour chambrer ses propres coéquipiers. Franchement, il y a toujours quelque chose que Balotelli doit... Bon, je ne sais pas ce qu'on va retenir de lui. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'on va retenir de lui. La somme des bagarres? Peut-être, je ne sais pas. Non. Mais c'est vraiment dommage. Non. Mais déjà, retenons sa fiche avec Genoa. Oui, donc sa fiche avec Genoa, tout en précisant qu'il a âgé de 34 ans, qu'il évolue au Genoa, qu'il est de nationalité italienne, qu'il mesure 1,89 m, qu'il est avant-centre. Il a donc disputé 6 matchs pour 56 minutes jouées, 0 but, 0 passe décisive, 2 cartons jaunes et 0 carton rouge. En 56 minutes. 2 cartons jaunes en 56 minutes. Et puis, il est donc annoncé dans un autre club italien, Ballot. Oui. Bon, Henri Joël a donné sa réponse. Oui. Ballot, et vous pensez qu'il peut rebondir? Du côté de Venise, Venezia, donc un petit club par rapport au Genoa. Donc, compte tenu de son tempérament, on peut s'attendre à ce qu'il y ait là aussi des remous. Sauf que le club de Venise peut être un peu plus dépendant en termes de qualité de joueur, en termes d'expérience par rapport au Genoa. C'est un petit poussé de la Serie A qui, en tout cas, essaie de monter au classement. Donc peut-être que du côté de Venise, ils auront à faire un peu plus de concessions pour permettre à ce que la relation dure. Mais compte tenu de son tempérament, effectivement, on peut se poser des questions sur la durée. Oui, d'accord, Charles. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En Europe, en général, même en national, on tente d'être professionnel. Et la base de tout ce qui est football professionnel, c'est la discipline. Bien sûr. Et lui, c'est un indiscipliné. Même si c'est à Venise, je suis convaincu qu'il aura des problèmes. À un moment donné, tant que tu vas marquer quelques buts, les gens vont essayer de fermer les yeux. Et quand ça sera dur pour le club, c'est clair que les gens vont commencer à ronronner. Il a 34 ans maintenant, peut-être qu'il va s'assagir. Voilà. Oui, non, mais à 34 ans... À 34 ans, c'est la fin de la carrière, normalement. Normalement. Donc, c'est pour ça qu'il a atterri dans un petit club. Et puis, je pense que, voilà, il va lui rester peut-être juste une saison ou 2 saisons. Il va arrêter sa carrière. Donc, mais franchement, c'est un gâchis. C'est un véritable gâchis. Moi, j'ai été très heureux. Vous savez, à l'époque, quand on jouait encore, on se posait la question de savoir si on pouvait trouver un Africain, je veux dire un Black, dans cette équipe nationale d'Italie. On se pose ces questions-là. Et ce garçon est apparu dans cette équipe-là. Donc, nous nous sommes dit, franchement, c'est un beau sort. Parce que trouver un Africain, enfin, d'origine, en équipe nationale d'Italie, ça veut dire qu'il avait du mérite. Mais au fil des années, on s'est rendu compte que, franchement... Ben, il avait du mérite, sauf que lui-même, il n'a pas su profiter. Voilà, tout simplement. En tout cas, Mario Balotelli et Genoa, c'est terminé. C'est bel et bien le divorce. Bon, heureusement, nous, notre Balotelli ici, c'est l'amour fou, n'est-ce pas? Bon, sauf qu'on est un peu différent quand même, dans le tempérament. Très différent. Heureusement pour nous. Petit, Balotelli fait 1,89 m. Lui fait 1,67 m. Mais c'est Balotelli. Ah, c'est Balotelli. Voilà. Oui, Noël, pour terminer. Dans ses frasques les plus inattendues, il a mis le feu à sa propre maison, quoi. Ah ouais. Ça, c'est du Balotelli, quoi. Je veux dire, on a l'impression qu'il n'était pas seul dans sa tête. Il a mis du feu à sa propre maison à Manchester City. Oh là là. Mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, Balotelli voulait créer le monde autour de lui. Maintenant, on vit en société, il y a des règles, il faut les respecter. C'est dommage, parce que moi, je ne dirais pas qu'il était pétri de talent, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'était un bon joueur qui pouvait aller au-dessus. Il avait un potentiel qu'il n'a jamais exploité, parce qu'il n'a jamais accepté la rigueur du très haut niveau. Vous savez, le très haut niveau, c'est les courses, c'est la discipline, c'est l'écoute, c'est les sacrifices. Tout le contraire de ce que Balotelli est. Donc ça ne pouvait pas marcher. Là, il va à Zurich à 34 Venise. Ah, pardon. À Venezia, à 34 balais. Bon, Venise, c'est une très belle ville
italienne, bon, bah, je sais pas, il fera peut-être du tourisme. Et puis au bout de 3 mois, Balotelli va péter encore un câble. Il va tout mélanger. On va terminer avec le sabuzz de ce soir. Oui, Balo, juste ajouter qu'il a mis le feu à son propre salon de couture. En plus. Dis donc. Bon. Il va tout mélanger avec. Terminons avec Balotelli, c'est bon. Allez, c'est terminé pour le sabuzz de ce soir. La grande team, ce soir, la question LGT, éléphant, avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? C'est tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause, hein. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Il est l'heure de passer au stade du jour. On y va. Après Stuttgart, Ousmane Dembélé a inscrit un nouveau triplé face à Brest. L'ailier français est devenu le premier joueur de l'histoire du PSG à signer 2 triplés de suite. 8. L'attaquant de Bournemouth, Dango Ouattara, a signé un hat-trick contre Nottingham Forest lors de la 23e journée de la Premier League. L'international burkinabé compte 8 buts et 4 passes décisives cette saison. 14. Cette saison, le Brésil est la 4e nation la mieux représentée en Ligue 1 française, avec seulement 14 joueurs, alors que ceux-ci étaient 30 en 2020. Leur nombre a considérablement baissé en 5 ans. Voilà. Alors, monsieur, comment Ousmane Dembélé est-il passé du joueur maladroit qu'il était à actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 14 buts? Henri Joël. Je me dis que c'est le travail. Il commence à prendre conscience quand même de certaines... d'une sorte de mission qu'il a dans cette équipe de PSG, parce que c'est vrai que quand il arrive, il y a Kylian Mbappé, mais depuis le départ de Mbappé, il y avait eu d'abord le jeune Barcola qui avait pris quand même un peu de galon, mais voilà, lui, il est là, c'est lui l'ancien. Je dirais c'est l'un des meilleurs talents français de ces dernières années, sauf que, bon, comme on le disait pour certains joueurs, lui, par faute peut-être de blessures, surtout de choix, il n'a véritablement pas montrer l'étendue de ce talent-là. Donc je pense qu'en ce moment, il est en train de prendre la bonne mesure des choses et il se met véritablement au travail pour essayer de mériter, je dirais, tout ce qu'on a dit autour de ce talent-là. Parce que depuis Rennes, en passant par Dortmund jusqu'à cette équipe de Paris Saint-Germain, véritablement, on attend toujours le vrai Ousmane Dembélé, même si par moment, il a monté des fulgurances. En tout cas, actuellement, il a de très bonnes performances. Oui, Noël? Oui, enfin, il a des très bonnes performances. Il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Je veux dire, il a 27 ans. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce ne sera jamais. Non, mais pour être un peu plus sérieux, franchement, c'était un joueur que moi, j'ai toujours trouvé excellent quand il était à Barcelone. À Barcelone, je le trouvais bon parce qu'il était vraiment dans un registre où il était excellent. C'est-à-dire qu'il était à droite ou à gauche. Et il amenait que des centres. À Paris, on lui a demandé autre chose. C'est-à-dire qu'il amène des centres. Parce que Kylian Mbappé, ce n'est pas l'avant-centre qui va rester au point de pénalty, c'est l'avant-centre qui va décrocher. Donc les centres, en général, il n'y a personne. Donc on lui demandait aussi de faire la décision. Et malheureusement, il était un peu maladroit quand même, Ousmane. Ah oui, beaucoup maladroit. Parce qu'il il se précipitait. Dago Charles, qui était un ancien joueur, sait de quoi je parle. Il se précipitait, il manquait de lucidité quand il arrivait devant les buts. Donc il a fait un travail sur lui, parce qu'il a été quand même touché par le coach. Hein, parce qu'à un moment, le coach le mettait remplaçant, voire le prenait même pas dans le groupe. Puis en plus, comme Dembélé, il avait quelques petits comportements anti-professionnels, c'est-à-dire qu'il arrivait en retard. Donc le coach a été intransigeant là-dessus, il lui a parlé, ils ont discuté. Et je crois qu'il a commencé à prendre conscience. Il a fait un travail sur lui, il a commencé à prendre conscience, parce qu'on connaît son agent. Donc il nous a expliqué un peu. Il a commencé vraiment à prendre conscience. Il est un peu plus calme devant les buts. Et comme il a du talent, il a compris qu'il ne fallait pas donner des frappes de mule, c'est-à-dire des grosses frappes, mais qu'il fallait seulement la placer. Et aujourd'hui, il ne joue qu'avec intelligence. Et il arrive à scorer, quoi. Il arrive à scorer parce qu'il a du talent. Il a du talent intrinsèque. Donc, ça ne me surprend pas. Maintenant, j'espère que ça va perdurer dans le temps. Parce que du coup, tout le club compte sur lui. Ah, tout le club compte sur lui, Balo, oui. Absolument. C'est justement parce que tout le club compte sur lui que pour moi, il s'est transformé. Parce que pour moi, il a eu un peu plus de responsabilité. Après le départ de Kylian Mbappé, qui était donc la star du club, eh bien, Ousmane Dembélé, de facto, de par son parcours, de par le fait qu'il était plusieurs fois
en sélection française, devait endosser le manteau du guide avec des joueurs, de jeunes joueurs comme Bradley Barcola notamment. Donc, il fallait montrer l'exemple. Et c'est ce qui explique sans doute sa prise de conscience. Parce que du côté du FC Barcelone, très souvent, il y a eu beaucoup d'indiscipline. C'était le joueur qui jouait à la PlayStation jusqu'à tard la nuit et arrivait en retard à l'entraînement. Mais du côté du Paris Saint-Germain, là, je pense que c'est un comportement qui est en train de changer. Ce qui explique cela, il a été toujours reconnu comme un dribbleur fantastique. Fantastique sur les 1 contre 1, mais effectivement, ce qui manquait, c'est la pointe d'efficacité. Arrivé grâce à une plus grande responsabilité, grâce aussi, pour moi, à Luis Enrique qui a su, pour moi, faire passer le discours qu'il fallait. Oui, Dagocha. Je pense que, en plus de tout ce qu'ils ont dit, c'est beaucoup plus, à mon sens, hein, le fait qu'il n'y ait plus de stars dans cette équipe du PSG. Parce qu'il y a un type de joueur, très bon joueur, mais lorsqu'on parle trop d'un certain nombre de joueurs autour de ce garçon, il rentre il rentre en lui-même, il n'arrive pas à s'exprimer. Parce que tant qu'au Barça, il y avait toutes ces grosses stars, on lui reconnaît tout ce talent, mais il n'arrivait pas à s'exprimer, à exprimer tout ce talent-là. Oui. Avec Kylian Mbappé. Mais si tous ceux qui étaient là-bas encore, il avait toutes ces difficultés-là aussi. Là, cette année, il n'y a personne. Et lui, c'est lui qui lui dit, bon, ben écoute, on pense que c'est toi. Et tout le monde autour de lui. Donc, ajouter à cela tout le travail qu'il a fait, ça lui donne la latitude maintenant de s'exprimer et puis de se sentir beaucoup mieux dans sa peau et puis de réussir un certain nombre de choses. Sinon, on lui reconnaît tout son talent, très bon dribble, il a un super coup de rein qui laisse tout le monde tranquillement sur place. Mais là, aujourd'hui, voir ce garçon-là réussir des triplés, des buts, des passes décisives à n'importe quel instant, ça voudrait dire, à mon avis, que voilà, le garçon, non seulement il a bossé, mais il a compris que son temps, son heure était arrivée. Et comme d'ordinaire, on dit que l'âge d'or du footballeur est compris entre 27 et 29, 30 ans, là où on connaît maintenant tout et autres, je pense qu'il a tout compris. Et là, depuis le début de la saison, il n'est pas encore blessé. Ce qui est rare, parce que généralement, il s'est blessé régulièrement. Bon, heureusement. Là, il s'est entouré heureusement qu'il n'est pas blessé. d'un certain nombre d'experts qui font que, bon, il n'arrive pas à se blesser. Et on a Dango Ouattara. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il est arrivé à maturité avec ses performances dans le championnat anglais? Bien sûr, quand il arrive du côté de Bournemouth, c'est d'abord, il arrive un peu dans l'inconnu. On se posait beaucoup de questions sur son intégration, mais tout de suite, dans ses premiers matchs, il s'est senti à l'aise en marquant des buts, en délivrant des passes décisives. Et en même temps, il a pris des galons au niveau de la sélection burkinabé. Aujourd'hui, son club fonctionne très très bien. Bournemouth fait une bonne saison. Et ça lui permet, lui aussi, de se faire voir, d'avoir de très bonnes statistiques. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est bien lancé. Il est bien lancé. En même temps, en Angleterre, vous savez, ça donne tellement de visibilité que avec un club comme Bournemouth, je me dis d'ici quelques saisons, peut-être 1 à 2 saisons, c'est pas évident qu'on puisse toujours l'avoir dans ce club parce que c'est vrai, aujourd'hui le club peut-être va gratter une place européenne, mais c'est pas évident pour eux, par exemple, de rester un peu parce que faut pas oublier que d'autres gros au niveau de l'Angleterre sont en difficulté, mais ça sera pas la même situation la saison prochaine. Donc du coup, Bournemouth la saison prochaine n'aura pas, je dirais, cette fulgurance qu'elle a ou que l'équipe a plutôt au niveau de la Première Ligue. Donc voilà, il peut aller dans les saisons à venir dans un autre club pour passer encore un cap. En tout cas, Dango Ouattara, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il a le coffre pour pousser les étalons du Burkina Faso lors de la prochaine CAN? Oui, absolument. Je pense que lors des CAN passées, donc, il a su s'illustrer. Pour moi, évoluer dans l'une des meilleures équipes à domicile en Première Ligue, parce que Bournemouth est l'une des meilleures équipes, déjà dans le top 3 des équipes à domicile du côté de la Première Ligue. Ça offre effectivement le coffre en termes de capacité physique, parce qu'en Angleterre, il faut beaucoup travailler physiquement. On sait que les clubs, très souvent, des salles de gym, ce qui permet à Dango Ouattara et un petit gabarit de s'affûter pour moi physiquement, mais aussi en termes d'efficacité, on voit bien qu'il est en train de gagner en maturité. Et vous savez qu'au niveau des étalons du Burkina Faso, il faut, après le départ des Alain Traoré, des Bertrand Traoré, il faut tout simplement
des joueurs capables de pouvoir tenir donc l'animation offensive des étalons du Burkina. Et compte tenu pour moi de sa bonne forme et d'une certaine forme de légitimité, parce qu'il évolue dans un grand championnat, pour moi, oui, il y a la possibilité de répondre au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une compétition rude physiquement. Et puis seulement 14 Brésiliens en Ligue 1 française. Noël, un manque de talent ou les joueurs brésiliens sont devenus trop chers? Non, c'est pas un manque de talent. Je vais revenir sur une expression que j'avais évoquée l'autre jour. Oui. Les Brésiliens sont considérés comme des bons joueurs de prêt-à-porter. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des joueurs bon marché. Ça coûte pas cher, ça s'intègre rapidement dans un club et c'est pas forcément des top joueurs. C'est pas de la haute couture. C'est pas de la haute couture. Avant, on nous vendait des Brésiliens de la haute couture, mais ça coûte cher et c'est un peu rare aujourd'hui. Ah, ok. Donc, du coup, comme il y a pas mal de joueurs africains et d'autres pays de l'Est de l'Europe qui remplissent aujourd'hui ces cadres-là, on n'a plus besoin d'aller chercher le joueur brésilien parce que malheureusement en Europe, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, on se dit que, enfin, la tradition qui véhicule dans certains clubs, on dit que le joueur brésilien est trop fêtard. Donc, il a tendance à entraîner quelques joueurs avec lui. Du coup, beaucoup de clubs s'en méfient. Malheureusement, ça leur colle à la peau. C'est pour ça, aujourd'hui, on s'aperçoit que les clubs, pour recruter des joueurs brésiliens, ils ont un peu de mal. C'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment que ce joueur soit, j'ai envie de dire, la pièce plus ou moins un peu rare, pour qu'on le prenne. Et comme c'est des joueurs prêts à porter, eh ben, on ne dépense pas trop d'argent avec ces joueurs-là. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui le nombre de joueurs brésiliens a baissé dans le championnat. Énormément. Oui, absolument, moi je suis d'accord sur l'analyse. Sauf que Noël a dit tout à l'heure que avant, c'était de la haute couture. Bon, enfin, j'ai rien contre Brendao et Fernandao, qui ont été des attaquants brésiliens de l'Olympique de Marseille. Mais là, sincèrement, en termes de haute couture, ne me dites pas que Brendao et Fernandao étaient de la haute couture. C'est une déception qui confirme la règle. D'accord. Bon, voilà, là, il vous a répondu. Là, sincèrement, c'était du prêt-à-porter pour moi, Brendao et Fernandao. Même, enfin, j'ai rien contre eux. Ce sont des joueurs assez moyens, mais bon. Sincèrement, c'est pas la haute couture. Ballot et Noël Boly, merci beaucoup d'insérer la mode dans le sport avec la grande team. Non, mais c'est pour que l'image soit beaucoup plus visible. En tout cas, l'image est très visible, ne vous inquiétez pas. Oui, Dago Charles. Il y a aussi le fait que les clubs français forment beaucoup. Ils forment beaucoup, ils misent beaucoup sur les centres de formation. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent comme les clubs anglais, les clubs allemands, les clubs italiens ou autres. Donc, ils préfèrent puiser dans leur propre centre de formation que d'aller payer ces joueurs-là, qui mettent souvent 2-3 ans pour intégrer, pour s'adapter au championnat français. Voilà. Et donc, comme il le dit, c'est vrai, c'est des joueurs prêts à porter, certes, mais qui doivent devenir des grands joueurs à partir du championnat français ou du championnat européen. Et souvent, c'est 1 an, 2 ans que cela va, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, le club français préfère prioriser les jeunes gens qui sont des centres de formation. Quand on voit les doués et autres depuis un certain temps, qui sont en train de faire très mal du goût du championnat français, je pense que c'est la politique du football français en elle-même qui fait qu'on ne voit plus beaucoup de joueurs brésiliens dans ce championnat. Par contre, les 3 pays les plus représentés sont la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal. Bon, la Ligue 1 française, n'attire-t-elle que les Africains? Écoutez, c'est chez nous, hein. Ouais. La France, c'est chez nous. La France, c'est chez nous. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est chez nous. Voilà, on a un lien historique avec la France. Et donc, c'est très important quand aussi tous ces pays-là, généralement, c'est les pays francophones. Et donc, voilà, tous les footballeurs. Et puis, n'oublions pas, toutes les chaînes, tout ça, on les regarde sur notre championnat, sur nos différents championnats. Et toutes les équipes européennes, pratiquement françaises, que ce soit Nice et autres, là, on les sent des formations, dans nos différents championnats. Donc, facilement, on vient puiser ici. Voilà, ils refinancent nos différents centres d'information, nos différents clubs. Ils viennent puiser ici et ces garçons vont en Europe. Donc c'est plus facile pour les Français. C'est plus facile pour les Français. Voilà. D'accord. Oui, Henri Jouet. Oui, aujourd'hui, ces clubs français, là, quand même, comme Dagocha l'a dit, ont beaucoup de relais en Afrique. Quand on prend déjà le seul pays du Sénégal, vous avez près de 4 clubs français qui sont représentés. Vous avez Metz, vous avez Lyon, vous avez Marseille, vous avez Nice, tout ça. Il y a même le Paris Saint-Germain. Ouais, le Paris Saint-Germain, tout ça, qui sont du côté du Sénégal. En Côte d'Ivoire, il y avait Nice et le Racing Club. Apparemment, le deal n'existe plus. Mais quand même, à chaque tournoi de jeunes,
tous ces recruteurs français, là, ils sont là. Ils sont et on est régulièrement à Montaigu. Ouais, ils sont en Côte d'Ivoire pour recruter. Et pour revenir à ce que, je dirais, à la baisse du nombre de joueurs brésiliens, c'est que je pense qu'ils se sont tournés plus vers l'Afrique que de faire venir des joueurs brésiliens qui coûtent cher aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier par rapport aux joueurs africains qui ne coûtent pas assez cher. Donc, du coup, ils préfèrent prendre. Parce qu'aujourd'hui, le talent aussi, il y en a en Afrique. Hein. Vous faites partie des jeunes joueurs d'ici 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, les meilleurs, les Sadio Mané et autres. Oui, Ballot, on termine avec... Oui, juste dis qu'il y a un bénéfice dans la mesure où, en les emmenant du côté de la Ligue 1, il y a la possibilité de les revendre. S'ils explosent, il y a la possibilité de les revendre à un prix assez intéressant aux plus grands clubs. Mais lorsque je regarde le profil des différents pays, on a le Maghreb, Maroc, Algérie, où là, on a le profil de joueurs très techniques, doués techniquement, avec des capacités athlétiques moins grandes que ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc moi, je pense que ces pays-là ne sont pas visés par hasard. Derrière, il y a quand même un profil assez complémentaire entre les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays du Nord en termes de profil de joueurs. Voilà donc pour les stats du jour. Vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct, hein, bien sûr, sur la 3 jusqu'à 22h. À présent, nous passons à l'actu de ce soir. C'est maintenant. On y va. Et bien sûr, on ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous pouvez désormais nous appeler ou bien nous écrire sur la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT de ce soir. Éléphant, avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter ? Alors que les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont prévues pour le mois prochain, on assiste à une série de blessures dans les rangs des internationaux ivoiriens. Vu que tous les compartiments de jeu sont touchés, faut-il s'inquiéter pour les éléphants? Bon, on regarde cet élément préparé par la rédaction. Après, on revient sur le plateau pour en parler. On regarde. Donc avant d'ouvrir, d'entamer notre discussion, voyons le récapitulatif des internationaux ivoiriens blessés et la nature des blessures. Oui, donc au niveau de la nature des blessures et des blessés, on a Odilon Koscielny de l'Atalanta Bergame qui est blessé au tendon, Datro Fofana de Chelsea blessé au genou, Christopher Operi Başakşehir blessé au genou, Wilfried Sango Monaco ischio-jambier, Jérémy Boka de Nice, blessure musculaire. Jean-Michel Seri Al-Oroba, blessure musculaire. Sekou Fofana aux ischio-jambier, qui est un muscle de la cuisse. Franck Kessié est blessé au dos. Donc genou, cuisse, blessure musculaire et blessure au niveau du dos. Voilà, du coup, on repose la question à LGT. N'oubliez pas le 27 21 59 93 99 pour nous joindre. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, l'indicatif plus 225 avant le 27 21 59 93 99. Avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Éléphant, messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. C'est donc un non pour Ballot. Bon, lui, il ne faut pas s'inquiéter. C'est un oui pour Dagochal, il faut très bien s'inquiéter. Aussi un non pour Henri Joël et c'est un non. D'accord, donc c'est seulement Dagochal qui nous a donné un non. Très bien. Henri Joël, pourquoi ce... Jamy, non. Jamy, non. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout le monde sait que Jamy, non. Laissez-le argumenter, s'il vous plaît, Dagochal. Allez-y, Henri Joël, argumentez. Il insiste sur son nom, ça. Jamy, non. Ouais. Jamy, non, parce que oui. voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez... Aujourd'hui, c'est vrai que quand même, ce sont des joueurs dans certains niveaux, dans certains calibres. Ce sont des cadres pratiquement pour certains dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais je me dis que voilà, d'autres pourraient même revenir avant ces échéances de mars. Et même si ce n'est pas le cas, quand même, on a des joueurs capables de les remplacer. En même temps, dans cette liste, il faut sortir Datro Fofana parce qu'il n'a jamais été... je dirais un élément essentiel de la sélection ivoirienne. Donc les autres, Seri Jean-Michel et surtout Franck Kessié au niveau du milieu de terrain, quand même, ce sont des joueurs très très importants. Mais je me dis que, ben voilà, blessure au dos, Franck Kessié, forcément, peut revenir avant l'échéance de masse. Si ce n'est pas le cas, quand même, aujourd'hui, on a une pléiade de joueurs, même si ça ne sera pas peut-être le même niveau que Franck Kessié, mais quand même qui peuvent aussi remplacer le milieu de terrain ivoirien. Donc,
moi, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je me dis que, bon, voilà, d'ici mars, d'ici cette échéance-là, les choses peuvent aller pour le mieux pour cette sélection. D'accord. Donc, vous n'êtes pas du tout inquiet. Vous donnez donc un non à la question LGT de ce soir. Voyons la réponse de M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, voilà. monsieur. Bonsoir. Et on vous écoute. Éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Bon, moi je réponds oui. Hein. Je réponds oui parce que quand j'ai su l'élément, dans tous les compartiments, on a un joueur blessé, un ou deux joueurs. Vraiment, ça commence à être un peu inquiétant. Surtout que dans pas longtemps, on aura une fenêtre où on doit jouer des matchs pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Exactement. Voilà, vraiment, il m'inquiète. Et il faut vivement que tous ceux qui sont blessés là puissent se rétablir pour que on puisse les récupérer. Malheureusement, le temps paraît un peu court. Bah oui, hein. Donc c'est tout ça qui fait grandir mes inquiétudes. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu, on va faire avec, comme il y a des remplaçants. Sinon, vraiment, si ça continue comme ça pendant longtemps, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. Il va falloir que l'infirmerie s'active pour qu'on puisse les récupérer. D'accord. En tout cas, vous êtes inquiet, Voilà. M. Kofi Mathieu. Oui, je suis très inquiet. D'accord. Et on attend toujours l'appel du chef de l'État. Il n'y a pas de souci, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc du Mbato. Éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? C'est aussi un non pour Balo. Il ne s'inquiète pas du tout. Oui, je ne m'inquiète pas parce que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les blessés ou bien les joueurs absents sont interchangeables ou pas? Bon, d'abord, il faut savoir que sur une vision globale de la sélection ivoirienne depuis quelques temps avec Emers Faye, on est sur des baromètres de performance et de temps de jeu. Ouais. Et ces baromètres font que on peut se retrouver avec une sélection X et une autre sélection, une autre liste A et une autre liste de sélection Y, compte tenu de ces baromètres de performance et de temps de jeu qui varient en fonction des joueurs. Donc, pour moi, à chaque fois, on a eu des changements auxquels on a dû s'adapter. Je rappelle que l'un des derniers en date, c'était l'absence de Simon Adingra qui était blessé. Il y a eu aussi Jean-Yves Kwasi qui a dû revenir pour pallier rapidement une absence. Donc, on voit qu'à minima, quand même, c'est une sélection qui est interchangeable. Maintenant, sur les blessés, en défense, on a Odilon Kosonou. Il faut rappeler que depuis la CAN, je pense qu'à cause de sa blessure, on a su trouver quand même un équilibre en défense avec notamment Emmanuel Agbadou et Evan Dika et ensuite Wilfried Senghor. Maintenant, la nouvelle donne, c'est Christopher Opéry qui est blessé, mais qui peut être encore remplacé par un Ghislain Konan qui vient de retrouver un club et qui, pour moi, compte tenu de son expérience donc au niveau de la sélection, compte tenu du nombre de matchs qui seront amenés à disputer d'ici mars, peut-être essayer de représenter un palliatif. Maintenant, pour le milieu de terrain, il faut savoir qu'on a un certain Ahmed Junior Traoré du côté de Auxerre qui brille et qui peut éventuellement remplacer en milieu de terrain. On a une jeunesse montante composée de Mao Dorgelès et de Lazare Amani dont on parlait hier. Donc là encore, on a des pièces de rechange intéressantes. Et pour l'attaque, là aussi, on n'en parle pas. Là, il y a tout un ensemble de joueurs qui peuvent intervenir comme Sébastien. Donc pas d'inquiétude. Voyons l'avis de M. Ouattara. Il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Bon, d'abord, je salue le plateau. Bonsoir, monsieur. Particulièrement à mon ami Daboucha Al-Pompidou. Ouais, bonsoir, chef frère. Monsieur Ouattara, est particulièrement là. On salue tout le monde. Voilà, c'est fini. Je salue tout le monde d'abord. Voilà. Non, il n'y a pas particulièrement. Il n'y a rien dans jalousie. Allez, on vous écoute. Merci, chef frère, bien. On vous écoute, monsieur Ouattara. Bon, j'ai dit non. Non, d'accord. Pour moi, c'est un non. Parce que, bon, tous ces blessés, bon, je pense qu'ils vont revenir. Bon, même s'ils ne reviennent pas, bon, il y a des remplaçants valables. Hein. Oui, à quelque chose, malheur, bon, ça va arranger aussi bon, l'entraîneur parce que, bon, il a beaucoup de monde sur la main. Oui. Voilà, il va faire des retouches. Je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Ouattara.
Merci, madame. Voilà, M. Ouattara qui nous appelait donc de Bondoukou. Éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Bon, est-ce que je demande les arguments du particulier? Non, 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 je préfère demander les arguments de Noël. Noël, oui, je préfère. Vous faites bien de demander les arguments de Noël. Enfin, j'ai mis non. Pourquoi j'ai mis non? Parce que quand on prend la liste, hein, on s'aperçoit que Jean-Michel Seri, effectivement, il est blessé de longue date, mais Kessié, Seko, Wilfried, ils vont revenir tôt, quoi. Voilà, ils vont revenir tôt. Je crois qu'en plus, là, c'est une période où les blessures, justement, s'accumulent, parce qu'on arrive au mois de février-mars, où la charge de travail opérée depuis le début de saison commence à faire un petit peu de l'effet, et que là, les terrains sont un petit peu gras, donc forcément, les blessures se présentent un peu plus. Mais je pense que c'est des blessures un petit peu, j'ai envie de dire, connues dans le monde du foot, qui se soignent aujourd'hui rapidement, quoi, hein. C'est plus des blessures de fatigue, je dirais, que des blessures où on stigmatise vraiment un nerf particulier. Donc pour moi, ils vont revenir, ils seront là. Et pour le reste, sans leur manquer de respect, mais c'est des joueurs de la rotation. Ce n'est pas des titulaires confirmés, c'est des joueurs de la rotation. Donc je pense qu'on a quand même un vivier des joueurs assez importants et je pense qu'on peut les remplacer valablement. Donc je ne suis pas inquiet. Voilà, donc vous n'êtes pas du tout inquiet, Noël, vous êtes plutôt serein même. Je suis serein parce que je dis que bon, les cadres, Seri, Michael, enfin peut-être pas Seri, Michael, Kessié, Wilfried, Senghor et Seko Fofana vont revenir à temps pour les échéances futures. Les autres, à part Seri, Michael, ce sont quand même des joueurs qui font partie de la rotation. Ce ne sont pas des cadres confirmés de la sélection. D'accord, très bien. Donc on peut les remplacer valablement. C'est bien compris, on a bien compris vos arguments. Dago Charles, oui, vos arguments. Vous êtes le seul à être inquiet sur ce plateau, hein, parmi vos quatre. Je suis inquiet simplement parce que effectivement, cette période-là est une période difficile pour les footballeurs professionnels en général. Parce que c'est pratiquement l'hiver et c'est difficile pour les footballeurs africains. Donc, on se blesse régulièrement en Europe. Mais pour l'équipe nationale, l'équité est un peu plus grande pour moi. Parce que là, oui, en dehors même de la fenêtre de mars, nous sommes en année Coupe d'Afrique. Hein. Donc, quand les joueurs commencent à se blesser comme ça, et nous, on sait, je pense hein, que beaucoup se rendent compte que les Européens, les clubs européens se posent des questions quant aux différences sélectionnées par rapport à la Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique va se jouer depuis décembre jusqu'en janvier. Donc quand on regarde ça, certains entraîneurs peuvent commencer déjà à réfléchir comment se passer de certains joueurs dont on n'aura pas besoin au niveau de leur club en décembre prochain. Donc quand ces garçons sont blessés aujourd'hui, et si par malheur, si par malheur, les différents remplaçants de ces garçons-là se mettent au diapason, ils se mettent au top. C'est pour ça qu'un footballeur professionnel n'a jamais souhaité les blessures. Parce que tu es titulaire d'entrée, c'est bien, tu travailles, tu continues d'être titulaire, mais une blessure, si tu n'as pas la chance que tu fais une semaine, 2 semaines, et que ton remplaçant qui vient là, franchement, il joue 2, 3 fois, il confirme, tu peux rester là-bas. Hein. Avec ta blessure, tu peux rester là-bas. Même quand tu reviens, tu n'es plus sûr de reprendre ta place de titulaire. C'est en cela là que moi, je suis un peu inquiet. Donc, à côté de ces garçons-là qui sont blessés, c'est vrai, les cadres comme Seri Jean-Michel, Franck Kessié et autres, il y a certains joueurs encore même qui ont des difficultés dans leur club déjà aussi. Quand on prend Adengra, c'est un problème pour nous. Quand il n'a pas le temps de jeu. Oui. Quand tu prends Balotelli, il parlait de... Balotelli parlait de... Notre Balotelli à nous. Notre Balotelli parlait de latéral gauche. Compéry, oui. Non, de notre... Conan. Non, il vient de signer. Donc il y a une préparation, il y a un environnement dans lequel il doit d'abord rentrer. Ça va lui demander peut-être quoi, 2 semaines, 1 mois, tout ça, pour qu'il gagne sa place de titulaire. Donc tout ça, c'est ce qui m'inquiète en fait. Donc sinon, ce n'est pas qu'ils ne vont pas revenir. Ils vont certainement réussir. C'est tout le mal que je leur souhaite, qu'ils reviennent. Mais si toutefois, la situation qui se présentait faisait que les différents représentants dans leurs différents clubs, ou bien les entraîneurs eux-mêmes, commençaient à les réfléchir autrement, on est capable de ne plus retrouver nos joueurs. Voilà un peu. Parce que je suis convaincu qu'en novembre prochain, cette problématique de joueurs africains par rapport à la CAN, à partir de décembre, va être posée par les entraîneurs européens. D'accord, c'est donc les inquiétudes hein, de Dago Charles. Nous avons un appelant, M. Ibo, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à toute la grande team sur le plateau. Voilà, et bienvenue justement sur le plateau de la grande team, M. Ibo. Ouais, moi je salue particulièrement Harry Doué. M. Ibo, il est particulièrement là.
Vous me provoquez, non? Tu le salues particulièrement, puis toi, ce tir, lui, il rit même pas. En fait, il fait exprès. C'est pour me provoquer. Vous avez dit ça, quoi. Si, on a dit. Monsieur Ibo, bon, on vous écoute. Oui. Oui. Les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Non, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, puisqu'on a beaucoup de prétendants aux différents postes. Oui. Maintenant, il y a une inquiétude, sûrement, comme l'a dit Dagochal, au niveau des clubs. Voilà, parce que le haut niveau, comme je l'ai toujours dit, là-bas, les choses vont vite. Voilà, si jamais celui avec qui vous luttez le même poste vous remplace et plutôt convainc plutôt l'entraîneur, je pense qu'à votre retour, ça sera très difficile. Voilà, bon, je dirais plutôt Dieu merci parce qu'on a vu le cas d'Ibrahim Sangaré qui est revenu, qui a retrouvé sa place. Oui. On a vu également, je pense bien, quoi on appelle ça? Boli, c'est ça? Boli qui est revenu, qui a retrouvé sa place, oui, au niveau de Nottingham Forest, je pense bien. Voilà, mais je pense que c'est pas de là tout le monde. Donc, on prie vraiment le Seigneur pour que ces jeunes gens puissent retrouver plutôt la guérison, le pas de titulaire. Au niveau des différents clubs. Donc l'inquiétude plutôt pour moi, c'est au niveau des clubs et non pas au niveau de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Au niveau des clubs, d'accord. D'accord, c'est bien noté, Monsieur Ibo. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Ibo. Il nous appelait donc de Yopougon. Oui, Dagochal, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, non, je voulais rebondir. Il y a une chose qui m'a échappé. Oui. Je voulais un peu rebondir sur ce qu'a dit Noël quant à l'ossature, parce qu'il a fait un peu allusion avec Henri Joël de l'ossature de l'équipe nationale, ceux qui seraient des cadres. Oui, même si on peut les remplacer, est-ce que le fait qu'on remplace certains cadres sur une équipe de 13-14 joueurs sur lesquels FAMS veut bâtir une équipe nationale pour aller rapidement, est-ce qu'on a 4 ou 5 gars qui ne sont pas là, ceux qui vont les remplacer tout de suite, est-ce qu'ils pourront rentrer dans le moule tout de suite? Ça aussi, des gens qui n'ont pas joué ensemble depuis, ça peut être inquiétant. Tout à fait. Parce qu'on se souvient du match qu'on fait au Libéria, le match qu'on fait au Libéria face à la Sierra Leone, je ne pourrais pas dire c'est une nouvelle équipe. Même si certains étaient là régulièrement, mais il y avait 6 nouveaux joueurs dans cette équipe-là. Exactement. Et on a pris cette petite déculottée quand même, parce qu'on n'a pratiquement pas eu de frappe, ni de corner, rien du tout. Voyez-vous, parce que c'était tous des internationaux qui étaient titulaires dans leur club, qui sont venus dans l'équipe nationale, mais qui ont remplacé 6 nouveaux joueurs, qui ont remplacé 6 anciens joueurs et qu'on a mis là. Et du coup, la mayonnaise n'a pas pu prendre. Donc c'est juste pour dire que c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs, mais il est mieux de souhaiter que les garçons ne se blessent pas. Là, on est sûr. Mais ce n'est pas évident qu'on remplace des joueurs qu'on dit le lendemain et qu'on veut voir une très bonne équipe de Côte d'Ivoire rayonner comme on a l'habitude de la voir. C'est tout ça là. C'est vrai, Dagochal, vous l'avez dit, c'est un risque. Mais effectivement, actuellement, nous avons énormément de blessés. Mais bon, déjà, vu les voyages, l'intensité du calendrier des éliminatoires, est-ce que ce n'est pas mieux de miser sur des joueurs physiquement au top actuellement? Oui, Noël. Non, mais rapidement, pour dire à Dagochal, rapidement, c'est pas un tête-à-tête. Hein. Ouais, c'est pas un tête-à-tête. Et puis, je vous pose une question en plus. Vous voulez prendre un carton jaune, Noël? Non, rapidement, en fait, j'avais pas dit, je pense que Dagochal n'a peut-être pas entendu ce que j'ai dit. Non, j'avais pas dit qu'on pouvait remplacer facilement les joueurs cadres. J'ai dit les joueurs cadres vont revenir. Oui. Que ceux qui ne sont pas justement cadres, ceux-là, on pouvait les remplacer. C'est ce que j'ai dit. En fait. Ah, d'accord. D'accord, maintenant, pour répondre à ma question. Vous pouvez la reposer si vous plaît. Ah, vous voyez. Carton jaune, Noël, ballon, répondez à la question. Est-ce qu'on pourrait... Justement, je pense que la question est évidente. Oui. Je pense que quelle sélection va y aller avec des joueurs qui ne sont pas top physiquement? Je pense qu'il y a des critères de sélection. J'avais déjà parlé de performance, de temps de jeu. Le temps de jeu nous dit que le joueur est en forme et que il arrive à mettre en œuvre une certaine forme physique. Donc oui, pour aller disputer les compétitions comme les éliminatoires de la Coupe du Monde ou éventuellement la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, oui, il faut être au top physiquement parce que c'est aussi la base du football africain. C'est d'abord le combat physique. Donc oui, pour moi, je pense que la question est totalement évidente et oui, on doit y aller avec des joueurs top physiquement. Au top physiquement. Et puis, je propose de voir le calendrier justement des éléphants au mois de mars. Oui, donc pour les éliminatoires lors de la 5e journée
au stade Chérifien de Meknes au Maroc. Nous aurons Côte d'Ivoire-Burundi le 19 mars 2025 et lors de la 6e journée, le 24 mars 2025, au stade Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire-Gambie. Voilà. Noël quoi? Oui. Oui. Oui, vous voulez répondre à la question maintenant? Oui, en fait, c'est juste... En fait, c'est juste pour dire que, bon, oui. sans manquer de respect à ces équipes-là, c'est ce que je dis à mon frère Roger Stéphane, que je salue au passage, sans manquer de respect à ces joueurs-là, à ces équipes-là, et tout en gardant l'humilité, je pense quand même qu'on peut s'en sortir, même pas avec nos cadres. Là, je reviens sur les inquiétudes de Dago Charles. Même avec les remplaçants, on peut s'en sortir. Ah oui, je pense quand même, quoi. Je veux dire... En tout cas, je pense. D'accord. En tout cas, je pense. L'humilité, hein, toujours, Noël. Toujours en conservant l'humilité, c'est important. D'accord. Oui, Henri Joël. Moi, je pense que... Bon, d'ailleurs, je suis d'accord avec Noël quant au retour des 4 avant ce match, mais même si ce n'est pas le cas, des joueurs, il y en a toujours. Hein. Même au milieu de terrain, on a parlé du retour de Sangaré, mais il y a d'autres aussi qui sont en train de performer, dont on n'entend pas parler bien souvent, mais qui ont quand même de bonnes prestations avec le club. Donc du coup, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Et même s'il y a un problème, Faye Metz, quand même, il a une large liste de joueurs disponibles qu'il peut essayer de faire valoir en appelant d'autres joueurs qui pourraient les remplacer. Donc, moi, je pense que on ira forcément avec des joueurs en forme parce que lui-même, déjà, dès sa prise de fonction, il a dit, Balo l'a signifié, il a établi un certain nombre de critères sur lesquels s'appuyer pour pouvoir faire ses sélections. Donc, je ne pense pas qu'il va aller contre cela. Il ne va pas se trahir lui-même, même si parfois à des moments il a été critiqué sur cet choix. Je pense que voilà, il va respecter ses propres critères établis et puis ben voilà, derrière on aura des joueurs en forme pour ces 2 rencontres. D'autant plus que déjà, bon, ce qui me plaît déjà, c'est qu'on va pas au Burundi, on va jouer au Maroc. Ça sera sur une très bonne pelouse et puis on va jouer en Côte d'Ivoire, ça sera une bonne pelouse. Dago Charles a évoqué le cas du Libéria, mais quand même on a juste une pelouse assez pourrie. Donc du coup ça n'a pas permis aussi aux joueurs. D'ailleurs c'est de là-bas que Cyril Jean-Michel contracte sa blessure. Sa blessure, qui le suit jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, c'est bien dommage. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Christina. Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je suis le plateau tout entier. Voilà. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Diomandé. Et puis on vous écoute. Éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Non. Oui, M. Diomandé Mamadou. Nous avons un grand donneur qui prévoit tout. Qui a tout prévu. C'est que quand tu as une équipe nationale, tu as les blessés en cours. Et il faut être un mois de l'air pour tout prévoir. Donc on foyer mettre à rien prévu ça. C'est prévu. Il y a que quand il fait des remplaçants, et ces remplaçants donnent du bon fruit. Et quand ces remplaçants tout les sujets de nous quand même faillir, je suis pas inquiet. Il sait que si un homme est difficile pour eux, que c'est blessé sur la forme, c'est-à-dire pour nous revenir à l'équipe nationale, mais inquiet, non. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait de Sipilou. Merci pour votre participation à l'émission. Oui, Dago Charles, par rapport au coach, on le pense qu'il y a des solutions de rechange. Ah non, il est tenu d'avoir des solutions. Hein. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et puis, il sait pertinemment qu'on lui fait confiance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il a suffisamment eu ce bagage-là qu'il lui fallait pour pouvoir vraiment diriger cette équipe de main de maître. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment assis considérablement dans le fauteuil. Il connaît pratiquement tous les footballeurs. Il a fait une ronde pour aller voir tous les footballeurs dans leurs différents clubs. Oui, c'est vrai que quelles que soient les blessures de certains joueurs, on a oublié de les remplacer. Voilà, mais moi, mon inquiétude, comme je l'ai dit, c'est une question de symbiose et autres, là, le temps de retrouver, le temps de jouer ensemble. Parce que c'est quand on joue ensemble 1-2 fois, quand on se retrouve, on trouve les repères, on retrouve les yeux fermés, on réalise des choses. Quand on voit le centre d'Adengra au premier poteau, puis à la coupe, ça donne l'impression que c'est déjà vu l'entraînement 2-3 fois. Comme si Alain savait que c'est là qu'on mettait le ballon. Voyez-vous, c'est des choses comme ça. C'est ce qui me fait dire que si on a 2 ou 3 joueurs qui ne sont pas là, ça peut peut-être un peu gripper la machine. C'est un peu... Maintenant, pour les 2 adversaires, je pense effectivement, toute humilité mise à part,
nous avons les moyens de venir à bout de ces deux adversaires-là. Voilà, nous avons les moyens de battre le Burundi, nous avons les moyens de battre cette équipe zambienne, pardon. Oui. Maintenant, une chose est de le dire, une chose est de citer les joueurs qui sont dans les différents clubs, mais une autre chose est de respecter l'adversaire. Bien sûr. Et puis voilà, et puis jouer crânement toutes les occasions qui vont se présenter à nous. Et je pense qu'à cela, on peut faire confiance à FAMS. Bien sûr. Et un petit soulagement, Ballon, on a le retour justement de Sangaré et puis Jean-Eudes. Oui, absolument. Oui, un soulagement. Pourquoi c'est un soulagement, notamment pour Sangaré Ibrahim, pour son expérience. Il était de l'épopée de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'expérience des grands moments, ça compte aussi. Mais en plus d'avoir l'expérience des grands moments, c'est un joueur qui est généreux. Tout le monde s'accorde à dire qu'il a eu une mauvaise ou une bonne prestation lors d'un match, d'une rencontre des éléphants. À chaque fois, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui est généreux dans l'effort. Donc pour ces raisons-là, déjà, c'est important pour un sélectionneur d'avoir des joueurs généreux dans l'effort, dans le repli, dans la récupération. Et c'est en cela qu'il va nous aider dans son retour. Et puis Jean-Eudes Aoulou également, dans l'optique d'une alternative en milieu de terrain, pour moi c'est important parce que lui aussi, en Ligue 1, au SCO d'Angers, pour moi, il est performant et en tout cas, il est sur une bonne pente. Noël, c'est le retour de ces deux? Oui, enfin, plutôt celui de Sangaré quand même, parce que Sangaré, ça faisait un petit moment, il n'était pas en sélection, parce qu'à un moment donné, il avait perdu sa place, tout simplement parce qu'il ne jouait pas dans son club. Donc il est en manque de jeu, s'en est suivi sa blessure. Donc aujourd'hui, il revient, il n'est pas encore titulaire, mais il commence à gratter du temps de jeu, c'est quand même pas mal. On espère qu'il sera en forme d'ici là, parce que c'est quand même un joueur cadre. Lui, par contre, c'est un joueur cadre de l'équipe nationale, donc sa présence est souhaitée et souhaitable. Ouais. Et on espère de tout cœur qu'il soit là. Maintenant, Jean-Eudes Aoulou, c'est un joueur de la rotation. C'est pas mal quand même ce qu'il fait, mais c'est pas un joueur cadre, mais ça peut toujours rendre service. Ça peut toujours rendre service si on a toujours la blessure de Cyril Michael qui perdure. Effectivement, il peut toujours rendre service. Mais en tout cas, c'est bon d'avoir quand même ces joueurs-là qui sont quand même des joueurs d'expérience, qui ont quand même flirté avec le très haut niveau, qui peuvent toujours nous sortir de ces sentiers un petit peu difficiles qu'on mènera ici et là. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, hein. C'est un soulagement pour le coach Faye. Éléphant, avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Écoutons s'il vous plaît l'avis du public sportif ivoirien. Non, du tout, on ne doit pas s'inquiéter parce que l'équipe ivoirienne a trop de talent. Malgré ceux qui sont blessés, il y a toujours des remplaçants talentueux aussi. Et essentiellement, il n'a qu'à s'orienter sur d'autres joueurs pour que l'équipe avance. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur ceux qui sont blessés pour ne pas avancer. Et certains, il faut les soigner pour qu'ils puissent rapidement reprendre leur talent sur le terrain. Ce n'est pas une obligation de s'inquiéter, ce n'est pas important de s'inquiéter parce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont un banc qui est très riche. C'est vrai que Sékou Fofana est blessé, certains joueurs sont blessés, mais nous avons un banc qui est très riche. Effectivement, on doit s'inquiéter vu que ce sont des vétérans dans l'effectif ivoirien. Voilà, je pense qu'il y a de quoi s'alarmer. Nous pensons qu'ils reviendront aussitôt possible. Et puis on va voir comment gérer ça, quoi. Non, parce que qui dit éléphant parle d'enfants de Dieu. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu. On l'a vu avec la CAN précédente. Et je pense que Dieu ne nous lâchera pas. Il continuera d'être avec nous. Et en plus, à part ces blessés-là, je pense qu'on a d'autres joueurs qui sont vraiment qualifiés. Voilà, et qui vont nous aider vraiment à remporter cette coupe-là. Donc pour moi, on n'a pas à s'inquiéter. L'avis du public sportif ivoirien, éléphant avec les nombreux blessés, faut-il s'inquiéter? Voilà, c'était donc l'actu de ce soir, hein, les news données en début d'émission. On vous laisse les revoir encore, c'est dans LGT News. On y va. Cameroun, Eto'o contre-attaque la CAF au TAS. Samuel Eto'o-Fils, qui a vu sa candidature rejetée au poste de membre du comité exécutif de la CAF, appelé à renouveler ses instances en mars, a décidé de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport. Recalé du fait qu'il est sous le coup d'une sanction de la fêtière africaine pour association à un opérateur de paris sportifs et épinglé par la FIFA au motif d'un comportement offensant avec violation des principes du fair play, la légende du football camerounais a donc porté l'affaire devant le TAS. C'est ce qu'a rapporté Africa Intelligence. Le président de la Fédération camerounaise de football aura-t-il gain de cause? Attendons de voir. Voilà,
Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Dago Charles. C'est déjà fini? Oui, c'est fini, Dago Charles. Merci. D'accord. Merci à toi. Merci pour tout. Voilà, merci beaucoup. Henri Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup. Balo, merci. Je vous en prie. Noël Boli, merci beaucoup. Merci. Comme Dago Charles, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. On se sentait bien avec vous. Bon. Balo, on peut partir, vous allez rester. Non, c'est bon. On va tous rentrer chez nous. Je crois qu'il est tard. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, amoureux du sport, merci beaucoup. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.